Bonjour et bienvenue au module 3 pour la formation des femmes africaines investisseurs de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Dans ce module 3, nous allons vous parler de l'investissement d'impact, un secteur en pleine croissance, mais qui est souvent mal compris et victime d'a priori. À travers ce module, nous allons vous donner les clés pour comprendre ce qu'est l'investissement d'impact, sa mise en œuvre, mais aussi comprendre comment le mesurer. Merci pour votre attention et bonne formation. Bienvenue au module 3 pour la formation des femmes africaines investisseurs de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Ce module est consacré à l'investissement d'impact. C'est une présentation de Gitata Maratnam et Basine Doué, Amifani Tonisso pour la version en français. Ce module 3 est divisé en deux parties. La première partie va consister à vous parler de généralités concernant l'investissement d'impact, sa définition, ses implications, etc. Et dans une deuxième partie, nous rentrerons un peu plus dans le détail concernant les stratégies de création de valeur à partir d'un investissement d'impact et la mesure de l'impact. Commençons par dire que l'investissement d'impact est un des domaines dans lequel l'Afrique a pris les devants et a en quelque sorte bâti une réputation avant les autres régions du monde. Sur plusieurs fronts notamment, sur le plan de la réglementation, sur le plan de l'innovation, sur le plan de la mise en œuvre, c'est-à-dire de la façon dont le capital d'impact est déployé. Cela étant dit, la notion même d'investissement d'impact a beaucoup évolué en Afrique et dans le reste du monde au fur et à mesure de la pratique. Au début, on a beaucoup parlé d'ESG. Tout ce qui concerne l'environnement, le social et la gouvernance était considéré comme faisant partie de l'investissement d'impact. Ensuite, on a souhaité aller plus loin en parlant d'investissement responsable, c'est-à-dire d'investissement qui, au-delà des retours financiers, s'intéressait aux impacts créés par cet investissement. L'étape d'après a parlé d'investissement durable, où on essayait d'être encore plus précis dans le champ d'impact qu'un investissement pouvait avoir sur son environnement, sur les communautés, sur les clients, sur la planète, etc. Il est venu un temps où on a parlé de RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ici, l'idée était de dire une entreprise n'est pas juste faite pour gagner de l'argent, mais il faut également qu'elle ait un impact positif sur les communautés dans lesquelles elle est installée ou avec lesquelles elle travaille. Et depuis une dizaine d'années, on parle d'investissement d'impact. Et l'investissement d'impact, c'est donc créer son propre domaine, son propre jargon, avec des concepts autour de la responsabilité et de la transparence. Ici, le but du gestionnaire d'investissement est de lever des fonds qui sont responsables, c'est-à-dire qui rendent compte à leurs investisseurs, entre autres, et ensuite qui reflètent une image fidèle des opportunités d'investissement existant sur le continent africain. Intéressons-nous à présent à la définition de l'investissement d'impact tel que présenté par la SFI. Selon la SFI, la Société financière internationale, l'investissement d'impact représente des investissements réalisés dans des entreprises ou des organisations avec l'intention de contribuer à un impact social ou environnemental positif mesurable en plus des rendements financiers. Ainsi, la SFI et d'autres investisseurs ont établi il y a quelques années un document de référence dans l'investissement d'impact. Ce document, ce sont les principes de fonctionnement de l'impact. The Principles of Impact Investing en anglais. Ce slide va s'intéresser à 5 catégories qui sont comprises dans ces principes de fonctionnement d'impact.
La première catégorie concerne l'intention stratégique. En tant que gestionnaire de fonds, lorsque vous définissez votre stratégie d'impact, elle doit être cohérente avec la stratégie générale de votre fonds. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir l'intention dès le début d'inclure l'investissement d'impact dans votre stratégie. Ça ne doit pas arriver comme un cheveu sur la soupe où vous y pensez lorsque vous entendez parler de ça. Ça doit vraiment faire partie des éléments centraux de votre stratégie de fonds. Ensuite, le gestionnaire de fonds gère l'impact de sa stratégie sur la base d'un portefeuille et non au cas par cas pour chaque transaction. Donc, il faut avoir une approche globale de la gestion de votre stratégie d'impact qui vous permet vraiment de tirer les informations pertinentes quant à l'impact que votre fonds a eu dans l'environnement où vous avez opéré. La deuxième catégorie concernant les principes de fonctionnement de l'impact est l'organisation et la structuration. Ici, on attend du gestionnaire de fonds qu'il établisse clairement sa contribution à l'atteinte des objectifs qu'il a lui-même fixés concernant sa stratégie d'impact. C'est-à-dire que vous fixez des objectifs et vous dites, en tant que gestionnaire de fonds, voilà ce que je serai capable sur votre période d'investissement, sur la vie du fonds de 10 ans, d'avoir comme impact. Bien sûr, le gestionnaire de fonds doit faire évoluer sa stratégie d'impact, mais elle doit utiliser la même méthode pour mesurer cet impact, quelle que soit la transaction. Et enfin, si le gestionnaire de fonds évalue son impact, le surveille, on attend aussi qu'il corrige les éventuels impacts négatifs dont il s'aperçoit au niveau de chaque transaction. La troisième catégorie qui nous intéresse ici est la gestion du portefeuille. Ici, l'investissement d'impact n'est pas bien différent des autres éléments de la gestion d'un portefeuille d'investissement classique, c'est-à-dire qu'on attend que le gestionnaire de fonds suive les progrès réalisés en matière d'impact, qu'il s'assure qu'il atteint ou qu'il est en voie d'atteindre ses objectifs et qu'il réponde aux déviations par rapport à ces objectifs. Notons bien ici que c'est encore une fois une approche qui n'est pas propre à l'investissement d'impact, mais c'est tout simplement de la gestion de portefeuille lorsque vous réalisez un investissement. Si vous avez établi, par exemple, des objectifs en termes de retour financier, vous aurez comme tâche de suivre régulièrement l'atteinte de ces objectifs et s'ils ne sont pas atteints, de proposer des solutions pour pouvoir les atteindre. Ça marche de la même façon avec l'investissement d'impact. La quatrième catégorie est l'impact à la sortie. À ce stade, 2 points intéressent les investisseurs. Le premier concerne le choix de la sortie et comment celui-ci va influencer, prendre en compte la continuité de l'impact qui a été créé durant la vie de l'investissement. Et le deuxième élément qui intéresse les investisseurs est la documentation qui est mise en place par le gestionnaire de fonds pour documenter sa stratégie, les évaluations diverses et également les leçons apprises tout au long de la vie de l'investissement. Enfin, la cinquième catégorie vient un peu pour valider l'ensemble de tout ce que vous avez fait avant. C'est une vérification par une partie indépendante. Et donc, si vous souscrivez au principe de la gestion d'impact selon la SFI, ce geste est perçu de façon très forte par les investisseurs qui se disent que vous êtes un gestionnaire de fonds très engagé dans l'impact. Et donc, pour être cohérent avec cet engagement, ils vous demanderont de vous faire évaluer régulièrement et de façon indépendante pour voir si effectivement vous avez respecté vos engagements. Arrêtons-nous ici quelques instants pour
préciser quelque chose d'important sur le secteur de l'investissement d'impact. Malheureusement, ce secteur a été victime de pratiques non transparentes où l'impact réel des investissements était souvent embelli par de belles photos ou des statistiques qui étaient loin de la réalité. Nous espérons qu'avec la revue de ces principes, vous serez en mesure, vous aurez les outils pour adopter une approche responsable et transparente si vous faites le choix de faire de l'investissement d'impact. Intéressons-nous à présent à un outil de financement très utile lorsque vous voulez faire de l'investissement d'impact. Parlons donc du financement mixte. Commençons par le définir. On parle de financement mixte lorsque, pour un projet, vous faites appel à deux types d'investisseurs, au moins deux types. Des investisseurs dits commerciaux, c'est-à-dire qui recherchent la rentabilité financière en priorité, et des investisseurs qui sont plutôt intéressés par l'impact. Donc, lorsque vous rassemblez ces deux types d'investisseurs pour un projet donné, pour un fonds donné ou une société donnée, on dit que vous faites appel à un financement mixte. Alors, attention ici, quand même, il faut faire attention lorsque vous levez des fonds. On vous conseille d'abord de développer votre thèse d'investissement solide, une stratégie solide et ensuite de rechercher les investisseurs susceptibles d'être intéressés par votre offre, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire d'identifier des poches de financement disponibles et en fonction des critères de ces poches, venir avec une approche. C'est toujours plus facile lorsque vous levez des fonds de venir avec un projet qui est déjà structuré, pour lequel vous avez tous les arguments en place et avec lequel les personnes qui sont en face de vous, vos interlocuteurs, donc les investisseurs potentiels, se sentent à l'aise et sentent que vous avez réfléchi au préalable aux tenants et aux aboutissants de votre fonds. Alors, à l'étape où vous considérez le financement mixte, vous avez trois types d'instruments financiers qui sont susceptibles de vous aider. Nous avons les actions, l'equity en anglais, la dette et les garanties. Certains investisseurs, notamment des investisseurs d'impact, ne vous offriront pas forcément la possibilité de participer directement en actions dans votre fonds, mais en revanche, sont capables de vous offrir des garanties qui, elles, vous permettent d'accéder à d'autres fonds. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect parce que les garanties permettent de réduire le risque perçu par les investisseurs du secteur privé. Vous pouvez, par exemple, aller vers une banque qui, dans un premier temps, va refuser d'investir dans votre fonds. Mais si vous venez avec une garantie qui la met à l'aise, cette même banque sera capable de vous accorder un ticket, par exemple. Lorsque vous investissez dans une société de la même façon, vous utilisez généralement plusieurs types d'instruments financiers. En général, une partie equity, une partie dette pour rester dans un schéma classique. À ce niveau, vous avez également la possibilité d'utiliser un financement mixte, que ce soit au niveau de votre levée de fonds auprès d'investisseurs ou des sociétés directement auprès des sociétés dans lesquelles vous voulez investir. L'essentiel, c'est que vous soyez capable de faire coïncider vos objectifs avec ceux des différents types d'investisseurs auxquels vous avez affaire. Pour continuer à parler d'instruments financiers, vous avez un slide qui vous présente toute la palette d'instruments à la disposition des financiers. Si on considère que vous êtes un investisseur d'impact,
en regardant dans la deuxième partie du tableau, on peut considérer que vous vous trouvez à peu près au milieu du tableau. C'est-à-dire que vous avez déjà mis en place des mesures pour atténuer les risques ESG, environnement, social et gouvernance, mais en tant qu'investisseur d'impact, vous êtes allé un peu plus loin. Vous avez identifié des opportunités pour encore améliorer les aspects environnement, sociaux et gouvernance. Et une étape encore plus loin, vous avez trouvé des solutions qui non seulement sont mesurables, mais qui sont à fort impact. Faisons une petite parenthèse ici pour différencier l'investisseur d'impact d'un autre investisseur. Pour utiliser une image simpliste, mais qui sera utile pour déterminer justement où vous vous positionnez, où se positionne votre fonds, on prend comme référence souvent le taux de rendement du marché. Si votre fonds se situe au-dessus du taux de rendement du marché, le taux moyen, on considérera que vous cherchez un rendement élevé, donc vous n'êtes pas forcément dans l'impact. Si au contraire, le taux de rendement que vous visez est en dessous du marché, on dira que vous cherchez un taux de rendement bas ou moins important. Alors, c'est une description simpliste, bien sûr, il y a plus de nuances que cela en réalité, mais cela vous aide en fait à vous positionner, à savoir comment vous êtes perçu dans le marché par rapport aux autres gestionnaires de fonds. Ce qui est intéressant également ici de noter, c'est que les investisseurs d'impact s'intéressent souvent à des secteurs ou à des marchés qui sont mal desservis, soit qui sont associés à des risques plus importants ou à des coûts d'opération plus importants. Donc, ces secteurs-là entraînent des rendements moins élevés. Donc, c'est un choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On va dire que c'est un choix à faire, c'est un positionnement à adopter. Et ensuite, comme nous l'avons vu dans les autres modules, il faut argumenter et apporter le confort à vos investisseurs de savoir que vous maîtrisez votre propos. À ce stade, nous ferons également un petit aparté pour parler de l'importance de la perception de votre fonds par les investisseurs et du positionnement avec lequel vous-même vous vous sentez à l'aise. Comme on l'a dit précédemment, le secteur de l'impact d'investissement a été victime d'un a priori négatif dans le passé, en raison de pratiques de certains qui ont embelli la réalité et qui n'ont pas vraiment délivré d'impact. Ceci fait qu'aujourd'hui, certains investisseurs et même certains gestionnaires de fonds ne veulent pas être associés à l'investissement d'impact ou ne veulent pas être qualifiés d'investisseurs d'impact. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un domaine à ne pas négliger parce qu'il a un réel potentiel, il présente de réelles opportunités. Il existe des investisseurs qui sont prêts à joindre l'acte à la parole pour investir dans des fonds d'investissement d'impact, pourvu que ceux-ci, effectivement, délivrent l'impact dont ils ont parlé dans leur présentation. Alors, je disais tout à l'heure que le secteur de l'impact d'investissement est un secteur à haut potentiel. Le graphe que vous voyez à présent vous le démontre. En 2017, la taille des actifs sous gestion concernant l'investissement d'impact représentait 12% du total des actifs sous gestion. En 2020, cette même part représente 11%. Mais dans le même temps, les actifs sous gestion ont quadruplé en taille. Donc, cela vous montre vraiment qu'il y a de réelles opportunités à saisir dans ce marché. Et en plus, grâce à l'établissement
des objectifs de développement durable, les ODD des Nations Unies, nous avons désormais la possibilité d'avoir une base commune pour mesurer les changements. Parlons de la mesure, justement. Mesurer l'impact est un exercice difficile, extrêmement difficile. Cela équivaut en quelque sorte à partir à la recherche du Graal. Pourquoi? Parce que contrairement à la performance financière qui peut se mesurer précisément par différentes personnes à la lecture des états financiers, par exemple, il n'existe pas encore de base universelle pour mesurer l'impact. En attendant l'établissement de cette base, il revient à chaque gestionnaire de fonds de mettre en place un système qui lui permet de mesurer l'impact de façon transparente. Il existe un organisme appelé le GIN, Global Impact Investing Network, qui a mis en ligne de nombreux documents de référence concernant la mesure de l'impact. D'autres organismes comme l'IMP, Impact Management Project, mettent également en ligne régulièrement de la documentation sur le sujet. Vous pouvez consulter tous ces documents, mais à la fin, il vous revient d'utiliser ces ressources en cohérence avec la stratégie et les objectifs d'impact que vous avez définis et de vous assurer que la méthode que vous allez utiliser pour mesurer l'impact soit simple à mettre en œuvre, puisse s'appliquer à tout le processus d'investissement, à tous les stages du processus d'investissement et mesure les effets directs des impacts causés directement également par l'activité dans laquelle vous investissez. Et enfin, ce système de mesure d'impact que vous allez mettre en place doit vous permettre de tirer des leçons et de mettre en place des mesures correctives pour atteindre vos objectifs et mitiger les impacts négatifs. Alors, les données recueillies lorsqu'on mesure l'impact sont bénéfiques à plusieurs niveaux. Déjà pour comprendre l'impact de l'activité donnée, mais ces données peuvent également fournir de l'intelligence économique sur les préférences des consommateurs, par exemple, ce qui s'avère utile pour piloter in fine l'activité et améliorer ses rendements financiers. Ainsi, les données liées à l'impact sont importantes à recueillir à toutes les étapes de l'investissement. I will restart for this slide, please. I made a mistake. So, restarting here. En parlant de mesures, intéressons-nous maintenant à la façon dont on peut mesurer l'impact. Mesurer l'impact est un exercice extrêmement difficile. Cela équivaut à partir à la recherche du Graal. Contrairement à la performance financière, qui peut se mesurer précisément par différentes personnes à la lecture des états financiers, il n'existe pas encore de base universelle pour mesurer l'impact. En attendant l'établissement d'une telle base, il revient à chaque gestionnaire de fonds de mettre en place un système qui lui permet de mesurer l'impact de façon transparente. Il existe plusieurs organismes qui mettent régulièrement en ligne de la documentation pour aider les investisseurs. Le GIN, par exemple, qui est le Global Impact Investing Network, ou encore l'IMP, l'Impact Management Project, mettent en ligne régulièrement des documents de référence qui sont très utiles lorsque vous pensez à mettre en place un système de mesure de l'impact. Cependant, il vous revient d'utiliser ces ressources en cohérence avec la stratégie et les objectifs d'impact que vous avez vous-même définis. Et il vous revient également de vous assurer
que la méthode que vous choisirez in fine pour mesurer l'impact est simple à mettre en œuvre, s'applique à toutes les étapes du processus d'investissement, mesure les effets directs de l'activité et vous permet de tirer des leçons et mettre en place ces mesures correctives pour atteindre vos objectifs et mitiger les impacts négatifs. Ainsi, les données recueillies pour mesurer l'impact sont bénéfiques à plusieurs niveaux. Bien sûr, déjà pour comprendre l'impact d'une activité donnée, mais également, ces données fournissent de l'intelligence de marché sur, par exemple, les préférences des consommateurs qui sont utiles pour piloter l'activité et améliorer les rendements financiers. Les données liées à l'impact sont importantes à recueillir à toutes les étapes de l'investissement. Depuis la due diligence, l'étape de pré-évaluation ou d'évaluation, si vous voulez, de l'investissement, il faut établir une mesure ou une évaluation initiale de l'impact. Si vous investissez par exemple dans un hôpital, il est important dès la due diligence d'établir les données qui mesurent l'impact de base afin de pouvoir quantifier l'impact supplémentaire que votre investissement aura eu sur cet hôpital. À l'étape de l'évaluation ou du comité d'investissement, vous introduirez la notion de KPI. En anglais, en français, les indicateurs clés de performance qui vous permettront de suivre, d'évaluer votre valeur ajoutée à travers l'impact que vous avez créé dans un investissement donné. Et il est important également, à l'étape de l'évaluation de l'investissement, d'élaborer votre stratégie de gestion de portefeuille, qui bien sûr doit toujours être en ligne et cohérente avec la stratégie générale de votre fonds. Ensuite, dans la gestion de portefeuille, vous allez vous assurer que l'impact est pris en compte au niveau du portefeuille dans son ensemble et pas seulement au niveau de chaque transaction de façon séparée. Au niveau de la sortie de l'investissement, vous avez encore ici à mesurer l'impact créé durant votre période d'investissement. Et donc, si vous avez mesuré l'impact de l'activité dans laquelle vous investissez à l'entrée, à la sortie, vous pourrez faire le différentiel et dire, voilà ce qu'on a été capable de créer comme impact pendant les 5 ans durant lesquels nous étions dans cette entreprise lambda. Et enfin, après la sortie, bien évidemment, vous n'avez plus le pouvoir d'influencer grandement les choses dans la société, mais c'est tout de même utile de pouvoir suivre et communiquer sur l'état de la société après votre sortie. Essayons maintenant d'être un peu plus concret en passant à un cas pratique. Dans cet exemple, nous parlons d'un fonds qui souhaite investir dans le secteur de la santé avec comme objectif clair d'améliorer l'accès des populations à bas revenus aux services de santé de qualité et à des prix abordables. Si vous regardez le slide devant vous, on peut dire que la thèse d'impact de ce fonds est bien illustrée par le slide. Vous avez un aspect qualité, donc clairement, l'impact sur la qualité est central dans la thèse d'impact de ce fonds, l'impact sur le coût et l'impact sur l'accès aux services de santé. La population cible, nous l'avons dit, c'est la population à bas revenus. Alors, il faut être à l'aise avec la définition de population à bas revenus. Il existe plusieurs approches pour qualifier ou quantifier ces populations. On peut parler par rapport au niveau moyen de revenus dans un pays donné, ou on peut utiliser des benchmarks généralement acceptés
comme la base de la pyramide. Donc, ce sont tous les revenus jusqu'à de 0 à 3 000 $ en parité pouvoir d'achat, ou du bas de la base de la pyramide, qui est composé des personnes qui gagnent moins de 1 000 $ en parité pouvoir d'achat toujours. Quel que soit le choix que vous faites, il est important que vous définissiez votre stratégie d'impact en ayant bien conscience de la population à laquelle vous vous adressez et en connaissant les caractéristiques de cette population. Et il existe plusieurs investisseurs qui ont leurs propres critères de population cible. Il est important pour ces investisseurs-là que vous vous adressiez à ces populations telles qu'ils les ont définies eux-mêmes. Et donc, par ricochet, il est important pour vous de maîtriser un peu ces nuances entre les investisseurs, tout simplement. Retournons à l'exemple de notre hôpital, notre fonds plutôt, qui veut investir dans un hôpital. Et intéressons-nous à l'impact qui va être créé ou qu'il veut créer. D'abord, au niveau de la qualité. 3 éléments se dégagent ici. La qualité des soins, comment cette qualité va évoluer après votre investissement, la perception des patients de la qualité des soins, est-ce que les patients vont ressentir une amélioration dans leur prise en charge, la structure, les process en place, ce sont des éléments internes à la gestion de l'hôpital, est-ce qu'ils vont s'améliorer et par là permettre à l'hôpital d'agrandir ses activités en maintenant le même niveau de qualité, par exemple. Donc, ce sont des questions centrales à vous poser par rapport à votre stratégie d'impact sur la qualité de cet investissement particulier dans l'hôpital. Intéressons-nous au deuxième niveau d'impact, le coût. Ici, c'est plus directement mesurable. Est-ce qu'il y aura un impact sur le prix des prestations? Est-ce qu'elles seront plus chères, moins chères par rapport aux alternatives qui existent dans le marché? Alors, dans le secteur de la santé, il y a une offre publique et une offre privée. Donc, c'est important de pouvoir vous positionner et de savoir où vous vous situez par rapport au public et au privé. Ensuite, la perception des patients. Est-ce qu'ils vont percevoir ce coût qui est plus modéré dans votre hôpital que dans d'autres endroits ou pas? Le troisième élément d'impact de cet investissement est l'accès. L'accès aux soins. Ici, on peut s'intéresser à 3 variables. Les délais, c'est-à-dire le temps d'attente pour accéder aux soins. Est-ce qu'il a été réduit après votre investissement? La zone de captage, c'est-à-dire l'augmentation de la capacité d'accueil, mais aussi de la zone de couverture d'où viennent des patients. Ceci est un élément clé dans le secteur de la santé. Donc, si vous êtes un hôpital que vous êtes capable, entre guillemets, de ratisser large, c'est-à-dire que vous attirez vers vous beaucoup plus de patients qu'avant, c'est un élément positif. Et enfin, toujours la perception de l'accès. Comment les patients perçoivent cet accès depuis votre investissement? Donc, une fois qu'on a parlé de ces trois principaux impacts qu'on aimerait voir dans cet investissement, il faut choisir des indicateurs clés pour mesurer les éléments de la stratégie cités précédemment, c'est-à-dire la qualité, l'accès, le coût. Normalement, ces indicateurs que vous allez choisir font déjà partie de données que l'hôpital recueille, normalement, surtout s'il s'agit d'un hôpital qui, par ailleurs, a passé des certifications dans le passé. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc, il ne faut pas être surpris si vous choisissez des indicateurs qui ne sont pas connus des services de l'hôpital. Nous terminons donc sur cet exemple pratique la première partie de ce module 3 où nous avons vu ensemble des généralités sur l'impact investissement
La deuxième partie du module sur l'investissement d'impact est consacrée au positionnement et à la mise en œuvre de l'impact. Cette partie comprend 3 slides. Un slide sur l'impact et sa place dans le cycle d'investissement. Le deuxième sur l'impact dans le cadre du processus de décision d'investissement. Et enfin, le dernier sur l'impact dans la création de valeur. Avant de commencer, faisons un petit historique à nouveau de l'histoire de l'investissement d'impact tel que nous la connaissons aujourd'hui. Nous savons que l'investissement d'impact a évolué. Il a d'abord été largement assimilé à l'ESG, c'est-à-dire à la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ensuite, la notion de RSE s'est imposée, la responsabilité sociétale d'entreprise, comme étant une manière d'aller un peu plus loin dans la gestion des risques environnementaux, en intégrant des actions pour le bien-être des communautés. Et aujourd'hui, l'impact d'investissement a son domaine bien donné, qui est distinct de l'ESG, qui est distinct de la RSE, mais on constate cependant que ces 3 éléments sont à certains niveaux en contact. Un autre élément à noter ici, c'est la définition actuelle de l'investissement d'impact. Telle qu'elle est fournie par la SFI, on évoque spécifiquement les impacts positifs. Mais cela veut dire qu'il existe aussi des impacts négatifs. Et pour cela, on considère que les gestionnaires de fonds ont le devoir de les gérer et de mettre en place des mesures de mitigation de ces impacts négatifs. Le troisième point notable, quand nous parlons d'impact dans les investissements, c'est qu'il faut comprendre qu'on parle d'impact direct lié à l'activité directe de l'entreprise et également d'impact indirect, c'est-à-dire ceux qui se situent par exemple dans la chaîne de valeur de l'activité, important de bien les connaître pour également les maîtriser. Prenons donc l'exemple d'une société dont l'activité est la gestion de déchets. Si on se concentre uniquement sur l'activité de la société, les revenus qu'elle génère grâce au recyclage par exemple, on manque l'opportunité de classifier cette société, cette activité comme étant une activité à fort impact environnemental parce qu'en réalité, l'entreprise rend service à toute une chaîne de valeur qui a besoin de gérer ses déchets. Le dernier point qu'on aimerait soulever ici, qui est intéressant à noter, comme tous les autres éléments à considérer dans un investissement, l'impact est dynamique de nature. Il évolue dans le temps. Et votre rôle en tant que gestionnaire de fonds est d'évoluer également et de vous adapter. Si par exemple vous avez créé un plan de création de valeur initiale, vous aurez certainement à le réviser une fois que vous aurez commencé l'investissement parce que certaines circonstances auront changé ou même certaines opportunités que vous n'avez pas vues avant vont apparaître. Donc, il est important pour vous, lorsque vous définissez votre plan de création de valeur, de rester engagé de manière à pouvoir être réactif, échanger, vous adapter en fonction de l'environnement. Alors, regardons à présent le slide que nous avons devant nous. Nous distinguons 6 étapes dans le cycle de vie d'un investissement. La première étape est l'évaluation initiale ou la présélection. À cette étape, vous faites attention aux impacts négatifs surtout, pour éliminer tous les secteurs interdits par les investisseurs. Et vous avez ici la possibilité à cette étape d'essayer d'établir une notation de base de l'entreprise et de son impact inhérent. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice, si vous réussissez à le faire, qui va vous servir et qui vous permettra potentiellement de savoir si vous investissez ou non dans cette entreprise, si par exemple elle a déjà un impact acceptable ou si elle n'a pas un impact, elle a un impact en dessous de la moyenne par exemple. Et donc cela vous laisse l'opportunité de vraiment créer de la valeur au sein de l'entreprise. La deuxième étape, la due diligence. À ce stade, vous conduisez une analyse plus détaillée de votre impact, des risques et des mesures de mitigation. Donc ici, on parle d'impact positif et d'impact négatif.
À l'étape de la due diligence, vous pouvez également commencer à déterminer quels indicateurs vous utiliserez pour mesurer votre impact. Alors, il existe beaucoup de documentation disponible en ligne pour vous aider à naviguer parmi la multitude d'indicateurs qu'on utilise dans l'impact. Par exemple, vous pouvez commencer à cibler une catégorie d'impact et regarder par secteur quels sont les indicateurs qui sont utilisés. Est-ce le nombre d'emplois? Est-ce la pollution? Etc. Ça vous permettra donc de faire le tri, un premier tri déjà en termes d'indicateurs. Important également d'utiliser la due diligence pour échanger sur ces indicateurs avec la société dans laquelle vous allez investir. Ils sont, après tout, les mieux placés pour savoir juger la pertinence des indicateurs que vous proposez. Et cela vous permet également d'avoir une adhésion dès le début, un consensus autour des indicateurs que vous allez utiliser. N'oubliez pas que lorsque vous serez en phase de collecter les données, ces données viendront de la société. Il est donc plus facile de les obtenir pour vous si l'entreprise a été associée au choix de ces indicateurs et les comprend, plutôt que une situation où elle n'est pas consultée et se retrouve juste à fournir des informations qu'elle ne comprend pas. La troisième étape dans le cycle d'un investissement est l'analyse des besoins d'impact. Donc, au-delà de la gestion de risque, vous, en tant qu'investisseur d'impact, vous souhaitez créer de la valeur dans la société grâce à l'impact. À ce stade, vous avez atteint une classification finale du type d'impact auquel vous pouvez prétendre dans l'entreprise où vous vous êtes établi. Et vous avez également mis en place un système de monitoring, de surveillance pour pouvoir mesurer et évaluer au fur et à mesure cet impact. Quatrième étape dans le cycle de vie de la transaction, la documentation juridique. Votre objectif ici est de rendre contractuels les engagements que vous avez pris, tout simplement. Attention, si vos investisseurs ont un financement disponible pour participer à la mise en place de tous ces processus de suivi, d'impact, mesures, etc., n'hésitez pas à piocher dans ces enveloppes. Ce n'est pas le cas pour tous les investisseurs, mais il faut savoir que ça peut avoir un coût supplémentaire. Et donc, si vous avez le moyen de faire financer ces opérations, n'hésitez pas. Et au niveau de la documentation, il faut également toujours mettre en place une documentation complète qui comprend votre stratégie, vos systèmes de suivi, vos résultats, les leçons apprises, etc. Donc, qui permet de suivre sur toute la durée de vie de l'investissement tout le travail de création de valeur que vous avez fait, que vous avez entrepris dans un investissement donné. Donc, la cinquième étape est la création de valeur après l'investissement. C'est une bonne idée d'avoir un ou deux membres de l'équipe d'investissement intégrés dans le comité de direction de l'entreprise. Pourquoi? Parce que cela vous permettra déjà d'être informé régulièrement et en temps réel sur les opérations de l'entreprise, sur l'évolution du plan de création de valeur. Et en plus, vous serez aux premières loges pour identifier d'autres opportunités de création de valeur pour l'entreprise. Je prends ici l'exemple d'un hôtel qui a mis en place une RSE, c'est-à-dire un programme de RSE, de responsabilité sociétale d'entreprise, qui lui permet d'utiliser, d'acheter auprès d'artisans locaux des objets recyclés, des déchets qui ont été recyclés en objets de décoration. Donc, cette initiative a un impact extrêmement positif sur toute la chaîne de valeur. La dernière étape est l'étape de la sortie. À ce niveau, ce que vous voulez, c'est mesurer l'impact de l'entreprise depuis que vous êtes investi dans cette entreprise. Donc, vous avez mesuré l'impact à votre entrée, vous mesurez à la sortie, et la différence, donc, c'est l'impact que vous avez créé durant la période d'investissement. Et donc, c'est très utile pour vous de pouvoir faire ceci, et cela vous sert également lorsque vous levez des fonds dans le futur de track record. Vous pouvez dire, j'ai été investisseur d'impact, et voilà pour preuve l'impact que j'ai créé dans les entreprises
dans lesquels j'ai investi avec mon premier fonds, par exemple. Alors, intéressons-nous dans le slide suivant à la gouvernance de l'impact et à la prise de décision d'investissement. Donc, la collecte de toutes les données dont on a parlé précédemment est très importante. C'est la responsabilité à la fois de l'équipe d'investissement, mais également du comité de direction de l'entreprise. Ces données vont être analysées par un comité exécutif du fonds qui va donner des recommandations aux équipes d'investissement afin de pouvoir les orienter dans leur stratégie et dans leur mise en œuvre de l'investissement d'impact. Ensuite, intervient la préparation des rapports pour les investisseurs dans le fonds. Ici encore, il existe de nombreuses ressources en ligne pour avoir accès à des rapports ou à des formats de rapports qui sont utilisés. Ces ressources sont gratuites, donc n'hésitez pas à les consulter. Il y en a par exemple qui ont été développés par IRIS, qui est un organe du GIN, par l'IMP que nous avons évoqué précédemment, ou par ECODES, etc. Donc pour ce rapport, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Inspirez-vous de ce qui existe déjà et qui est disponible en ligne gratuitement. Les rapports, bien sûr, doivent identifier les progrès, mais également les gaps dans la mise en œuvre de votre stratégie d'impact. Le dernier slide de cette présentation est consacré à la création de valeur de l'investissement d'impact. D'après une étude du GIN, 60% des personnes interrogées ont dit apprécier la collecte des données de mesure d'impact parce que ces données leur permettaient d'identifier également des opportunités de croissance. Donc, le premier élément que nous voyons qui a l'air d'être le plus évident, c'est grâce à ces données, pouvoir identifier des moyens d'augmenter les revenus de l'entreprise ou d'améliorer ses marges, augmenter ses revenus en ayant une meilleure connaissance de la demande, augmenter ses marges en maîtrisant mieux certains coûts de production. Dans la même veine, le deuxième élément qui peut créer de la valeur, c'est l'efficacité opérationnelle. Par exemple, les mesures de préservation de l'énergie dans une entreprise contribuent à réduire les coûts généraux de l'entreprise, ou encore l'utilisation de systèmes de recyclage pour l'eau ou l'utilisation de l'énergie solaire, etc. Le troisième élément de création de valeur peut se trouver dans la décision d'investissement. Donc, en tant que gestionnaire de fonds, vous aurez à prendre des décisions, vous aurez beaucoup d'opportunités devant vous. Et donc, un élément important lorsque vous êtes un investisseur d'impact est d'avoir bien en tête vos critères d'impact, parce que cela vous permettra de faire le tri plus rapidement entre plusieurs opportunités d'investissement. Ensuite, le développement de la réputation. En fait, tout ce que vous faites dans l'investissement d'impact contribue au bien-être de plusieurs parties. Bien-être de l'entreprise, bien-être des consommateurs, bien-être des fournisseurs, bien-être des communautés dans lesquelles vous êtes. Et donc, l'effet induit, c'est que vous avez une réputation qui est bonne dans la communauté et qui vous autorise ou qui vous permet d'augmenter vos activités dans cette même communauté. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, est l'alignement stratégique. C'est-à-dire que si vous êtes capable de démontrer que vous êtes aligné par rapport aux objectifs des investisseurs que vous recherchez, vous avez toutes les chances de pouvoir lever des fonds auprès de ces investisseurs. Nous terminons donc ce module 3 sur l'impact. Nous espérons que les informations qui vous ont été fournies vous seront utiles et nous espérons aussi vous voir bientôt pour la suite des modules. Merci et restez engagés. End of recording now.